d'une idée qui était assez éloignée du droit du travail des années 60, 70, 80, réintroduire la concurrence sociale. Faire que une entreprise puisse disposer de moyens, même sur les conditions de travail, même sur la rémunération, même sur le temps de travail, disposer de moyens de modifier les coûts induits par les règles sur le temps de travail, la rémunération, etc., pour pouvoir concurrencer ces entreprises sur le même marché des produits ou des services. Et même introduire une certaine concurrence entre salariés, entre travailleurs. Nous sommes dans une phase de réintroduction massive de la concurrence sociale que la législation générale et les conventions collectives de branche étaient supposées encadrer, non pas supprimer, mais encadrer. Et ces deux mouvements, pour le licenciement comme pour la réintroduction de la concurrence sociale, sont dus justement à ce raisonnement que j'ai essayé très sommairement, je reconnais, de synthétiser, et que les juristes du travail soit pratiquent, soit subissent, sans jamais peut-être avoir conscience qu'il faut peut-être critiquer ce raisonnement, le remettre en cause, mais quand on voit quelles sont les influences qui s'exercent sur les autorités de Bruxelles, comme sur les autorités nationales, en Italie, en Espagne, en France, on se rend compte que les juristes du travail ont un rôle relativement modeste, voire même inexistant dans certains pays. Alors, je n'irai pas très au-delà, je pense que je lance un appel à ce que tous les juristes du travail aient conscience de l'importance de ce raisonnement, le critiquent s'ils souhaitent le critiquer, essayer de montrer qu'il y a une autre manière de penser les éventuels changements, mais j'en vais en venir aux conséquences rapidement. Il me semble qu'il y a deux conséquences importantes, enfin en tout cas j'en vois deux. La première, c'est évidemment que cette vision des règles laisse totalement dans l'ombre une autre dimension des règles, qui est les règles en tant qu'elles servent de référence. Elles ne sont pas des instruments, elles servent de référence pour évaluer les actions. Et c'est quand on dit ça, on évoque évidemment les valeurs qui sont incorporées dans les règles. Cette dimension a totalement disparu des réformes de droit du travail. Cette dimension, on va dire, instituante et non pas instrumentale. On la voit de temps en temps dans les discours très généraux en disant qu'on va vers une nouvelle société dans laquelle chacun sera plus libre, mais tout ça, c'est un discours très général et, comme toujours, ce sont des généralités inoffensives. Elles ne portent rien. Ça, c'est la première conséquence. Et donc, il faut peut-être penser, j'écoutais les uns les autres, penser à montrer que les règles ont toujours ces deux faces, instrumentales et référentielles. Sans ça, ce n'est pas du droit, ce n'est pas des règles, ce sont simplement des instruments d'action, c'est tout. Et la deuxième conséquence, et là aussi j'espère vous provoquer un peu, c'est qu'a disparu des réflexions fondamentales, à la fois européennes, dans le socle, on n'en parle pas, et des réflexions nationales dans les réformes, a disparu le problème central de l'entreprise. L'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Comment évolue l'organisation productive? Comment doit être gouvernée l'entreprise? Doit-on changer et comment les critères d'évaluation des décisions? Comment peut-on essayer de réinstaurer des visions à plus long terme et non pas un court-termisme permanent dans l'entreprise? Est-ce que derrière ces questions, il n'y a pas, par exemple, à poser une question que l'on ne veut pas voir, qui est celle du statut du dirigeant?
du statut du dirigeant. Hein? Est-ce qu'on doit laisser se perdurer cette vision qui n'est née qu'en 1970, que le dirigeant doit valoriser l'investissement des actionnaires? Est-ce qu'il n'a pas d'autre mission légale que celle-ci, cette valeur actionnariale qui guide qui doit guider, qui est la sorte de repère, la boussole des dirigeants, doit-elle être mise en cause au moins partiellement? Donc je pense que ces questions autour de l'entreprise sont totalement oubliées, alors que l'on sait que le seul moteur de la croissance, le seul moteur de l'emploi, c'est l'entreprise. L'entreprise est le grand oublié. C'est un peu dans l'Europe qui avait tant réfléchi sur l'évolution des groupes, des réseaux, des formes d'organisation productive. Aujourd'hui, cette réflexion est absente. C'est dire que les légistes laboristes ont un grand travail devant eux s'ils veulent affronter, au fond, non pas les défis que l'ILO va affronter, mais les défis que les changements des législations, les changements juridiques vont poser. Je ne sais pas quel sera le résultat. L'avenir, comme on le sait, selon une formule facile, n'est jamais écrit à l'avance. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins, il y a un certain chemin à suivre pour essayer de rester, disons, dans cette actualité brûlante, elle est brûlante partout, qui est celle des grands débats sur les changements qui doivent intervenir ou qui sont intervenus dans le droit du travail national pour l'essentiel. Européen, je trouve que les changements sont très modestes, très modestes. Je ne partage pas tout à fait la vision de Claire quand elle dit que c'est... Je pense que l'impulsion européenne est importante, mais la législation européenne reste une sorte de législation de superposition, assez modeste dans les effets. Elle est utile, mais assez modeste dans les effets qu'elle a dans la pratique des entreprises et des avocats et même des universitaires. Voilà la petite provocation, elle est, je l'ai dit, pas très profonde, mais que je voulais lancer à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine, comme toujours une provocation profonde. Donc, moi je voudrais juste reprendre un aspect de ce que vous avez vous-même soulevé tout à l'heure avant de clôturer cette session. Une chose que je vois à fur et à mesure que j'avance dans la recherche, dans les commentaires des partenaires sociaux, des commentaires des ministères, etc., et qu'on a déjà toute une série de principes, de droits, de règlements, on essaie de les revoir, de faire des révisions, mais il y a toujours la grande question, c'est que les Anglais appellent la compliance. Alors, comment mettre, disons, en œuvre et faire sûr que les règles, les principes, les droits qui sont déjà dans toute une série des instruments, soit au niveau international, et soit au niveau européen, et soit au niveau législatif national, puissent être efficacement mis en place. Donc, je voudrais juste quelques secondes ou quelques minutes de votre part, et après, on va vers la pause café. Oui, évidemment, questa questione centrale. Je suis personnellement très partisan de ce que Benoît Friedman, qui est un de nos collègues belges, appelle la co-régulation, qui est, on peut considérer qu'une excellente méthode de production et d'application de la loi. C'est-à-dire, la loi doit pouvoir fixer des objectifs, des
procédures de surveillance et laisser à l'entreprise inventer les moyens par lesquels elle entend atteindre ses objectifs. Ce qui permet l'apprentissage par l'entreprise des objectifs eux-mêmes et ce qui permet de mettre en place à l'intérieur de l'entreprise des procédures de reporting, d'analyse, qui permet d'assurer une meilleure implémentation des règles. Je dis ça parce que la France a adopté de manière tout à fait imprévue, l'année dernière, cette année, le 27 mars 2017, une loi tout à fait, je pense, novatrice. On ne peut pas encore en mesurer tout à fait la portée, c'était avant le changement de gouvernement, qui est la loi sur le devoir de vigilance, duty of care, devoir de vigilance des groupes à l'égard de leurs filiales et de leurs sous-traitants. La loi n'a pas établi une responsabilité directe des entreprises. Elle a établi une responsabilité seulement pour manque du devoir de vigilance. Et le devoir de vigilance doit se traduire par des initiatives de l'entreprise elle-même. Je pense que cette méthode législative, elle a d'immenses mérites pour l'implementation. Parce que l'entreprise elle-même, elle apprend en établissant ses propres règles comment on peut arriver à certains résultats. Voilà, je propose peut-être ça comme piste de réflexion. Thank you. Just to maybe to add one point, taking into account that all EU member states have ratified the ILO conventions on freedom of association and on collective bargaining, the 87 and 98, just to think about what was happening during the crisis and how those years changed some patterns, how things were done, because during the semester processes, collective bargaining structures were forced to be changed in some of the member states. So this is just to take a wider perspective that this is also what happened, and now that we are we are getting better with the economy. So really those rights that are there and all member states have them in place, they should really be respected. Maria Luz? Ça, c'est une provocation de Giuseppe, parce que je sais très bien que je suis inspectrice de travail, donc c'est clairement une provocation directe. Mais je crois qu'on ne doit pas inventer la roue, simplement. Tout a été inventé par rapport à ce qu'on appelle compliance. Il sait en plus que je suis absolument critique de ces mots anglais qui me cassent les pieds, et je ne peux pas dire d'une autre façon, parce que c'est impossible à traduire. Parce que nous, on parle de respecter la loi et des autorités qui doivent respecter la loi. Donc, cette division entre compliance and enforcement en anglais, c'est un peu artificiel. Donc, nous, on est clair que l'ignorance de la loi n'excuse pas de l'application. Donc, c'est une idée assez particulière pour justifier toute cette théorie du les fameux soft law. Donc, je ne veux pas rentrer à ça parce que, je dis sincèrement, ça me complique un peu la vue. Donc, sérieusement, je crois qu'on doit simplement être sûr quand je reviens un peu à ce qui sont dit avant, de s'assurer que les mécanismes qu'on a pour l'application de la loi, pour respecter la loi, soient mis en place de toute façon. C'est-à-dire la négociation collective, je trouve que c'est un mécanisme fondamental pour vraiment promouvoir justement la flexibilité et l'application de la loi de la façon plus logique et plus adaptable aux besoins des travailleurs et de l'employeur. Et d'autre part, on doit avoir des autorités qui contrôlent l'application de la loi, qui soient avec les pouvoirs, avec les compétences, avec la formation qui soit nécessaire. Donc on ne peut pas avoir des inspections chaque jour plus réduites.
On ne peut pas avoir des magistrats qui ne sont pas compétents dans les domaines ou qui ont moins de capacités. Donc on doit vraiment connaître et bien être sûr que quand on publie une nouvelle loi, tous les mécanismes justement pour faire respecter la loi et les droits de travail, l'avantage qu'il y a d'eux, c'est l'inspection et la justice, soient vraiment mis en place et assurés qu'ils peuvent accomplir ces fonctions. Je trouve que ça, c'est idéal. Après, on peut bien sûr inventer des méthodes plus logiques pour bien faire la recherche, l'application, mais c'est simplement revenir à ça et avoir des procédures qui soient rapides. C'est-à-dire on ne peut pas rester pour une question du droit de travail pendant 6 ans, ou bien dans la cour, ou bien avec l'inspection. Donc voilà. I think that the notion of compliance is nevertheless interesting, reaching Antoine's views. Even sometimes we disagree on things, but sometimes we agree. Because it takes into account a fundamental factor, which is the image of the company, and also it takes into it's also a notion that can be implemented globally, irrespective of the various countries. I remember very precisely meeting with the CEO of Coca-Cola, and I was really very interested in the way he was thinking, his general approach. He didn't know anything about French employment law, but he had one question in mind, which was, if someone who is a consumer of a Coca-Cola bottle knows that decision, will they understand what I'm doing? And so I think there's also that might be a reason why soft law has a role to play. Bene, siamo veramente giunti al termine di questa sessione. Adesso andiamo verso il meritato caffè che è necessario a questo stadio. Vorrei soltanto richiamare la vostra attenzione di essere puntuali alla prossima sessione. Cerchiamo di essere tutti qui per le 11:30 e vorrei sapere se il dottor Rigallo è in sala. Sì, lo vedo, eccolo lì. E Cassarino è da qualche parte? Non lo vedo. Eccolo lì, perfetto. Quindi il presidente Treu farà il chair della prossima sessione e inviterei Cassarino e Rigallo a venire un attimo qui da noi. Grazie e a più tardi.